Bonjour à tous, bienvenue à ce superbe webinaire 100 degrés qui nous est présenté aujourd'hui par Raphaël Bilodeau d'Espace-Temps. Juste avant de te donner le micro, Raphaël, quelques petites considérations techniques pour le webinaire d'aujourd'hui. C'est un webinaire qui va durer 45 minutes, mais Raphaël est à ce point généreuse qu'elle nous permet de rester jusqu'à 1 heure. Donc, on se fait un petit 15 minutes de questions, discussions ensemble là, pour ceux qui veulent rester après le 45 minutes officiel. Donc, à 12h45, la présentation est officiellement terminée, mais on vous invite à rester pour discuter, poser des questions, profiter de l'expérience et de l'expertise de Raphaël. Petite considération technique, durant le webinaire, tout au long du webinaire, vous avez la chance d'interagir avec nous et moi, je vais gérer les questions, d'accord? Donc, je vais me faire votre porte-parole. Donc, à chaque fois que vous avez des questions, interrogations, des éléments à partager par rapport à votre propre expérience, bien, je vous invite à le faire. Dans le bas de votre écran, vous avez 2 outils pour le faire. Vous avez l'onglet « Conversation ». Donc, à gauche, c'est centré gauche de votre écran. Vous avez une petite bulle conversation. Donc, à tout moment, puis je vois déjà qu'il y a des gens là, qui ont déjà inscrit là, certains éléments dans la conversation. Donc, vous pouvez toujours poser des questions, que ce soit à Raphaël, à moi, côté technique, à d'autres participants également. Si vous voulez adresser des questions seulement à nous, les 2 conférencières, c'est bien important de choisir lorsque vous adressez là, le petit « A », mais c'est important de choisir à tous les conférenciers si vous voulez que ça soit simplement adressé à nous ou si vous souhaitez que l'ensemble des participants voient votre question ou votre message, bien, vous pouvez sélectionner tous les conférenciers et les participants. À ce moment-là, tout le monde verra ce que vous pourrez écrire. Un autre petit outil, à part conversation, bien, il y a le questions et réponses qui s'offre à vous. Donc, questions et réponses, centre droit de votre écran, Q et R. Ce qui est intéressant de ce petit outil-là, c'est que vous pouvez poser des questions, on peut y répondre directement. Donc, c'est un petit peu plus précis comme échange, mais je vous laisse vraiment libre là, de prendre un des 2 tout au long du webinaire. Vous avez également, dernier élément, possibilité de modifier votre affichage. Donc, en option d'affichage, en haut complètement de votre écran, vous pouvez être en plein écran ou vous pouvez être en écran rétréci. Vous aurez donc à droite le volet conversation qui apparaît dans le bandeau à droite. Donc, je présente en fait Raphaël. Raphaël qui est... oui, allô? Donc, Raphaël qui est coordonnatrice du projet, en fait, City Studio Montréal. Oui. Donc, une initiative d'espace-temps. Raphaël, tu as une super belle expérience hein, parce que, en fait, pendant un bon laps de temps, tu as été aussi coordonnatrice de projet à la Pépinière. En fait, tu as été cofondatrice de la Pépinière, si je ne m'abuse. Co-directrice générale. Co-directrice, voilà, co-directrice générale. Donc, tu as vraiment aiguisé ta connaissance en matière d'innovation sociale au sein de la Pépinière. Tu as aussi, été impliquée dans des coopératives en matière d'équipements audiovisuels, SLA Location. Tu as fondé aussi, tu as été coproductrice en cinéma indépendant à Montréal. Donc, tu as vraiment une très, très large expérience. Et tu as aussi fondé avec ton associé Étienne Ancaise la compagnie de production cinématographique Bravo Charlie. Donc, vraiment là, une belle expertise. Je te connais un petit peu, puis je peux dire que tu as un certain enthousiasme, une facilité aussi à débuter des nouveaux projets. Donc, c'est vraiment quelque chose de facile et de plaisant pour toi, je pense. Sans plus tarder, je te laisse aller avec le beau webinaire que tu nous as préparé. 5 conseils pour réussir un projet impact social. Puis ça peut s'appliquer, ces conseils-là, à plein de contextes. Hein. Des projets impact social, c'est très varié. Fait que c'est le fun des outils que tu vas nous présenter. On peut même les appliquer dans notre propre gestion professionnelle, notre gestion du temps. Donc, je vous invite vraiment là, à interagir avec Raphaël tout au long du webinaire, puis à poser toutes les questions que vous avez en tête. Là, puis on a vraiment le temps là, de se laisser aller. Merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment une belle introduction. Effectivement, ce que j'ai essayé de faire en faisant ce webinaire-là, j'ai essayé de rassembler l'ensemble de mes notes et observations que j'ai fait dans les 10 dernières années. Comme tu le disais, Marianne, j'ai travaillé à la cofondation d'une coopérative
en location d'équipement. Donc ça, c'est comment la connaissance de... J'ai acquis beaucoup de connaissances au niveau de la façon dont une coop fonctionne. Avec Bravo Charlie en cinéma, c'était une Inc. C'était beaucoup plus sur le plan administratif, mais aussi maîtriser des projets créatifs, réalisateurs, etc. La pré-production d'un film est souvent synonyme d'échec ou de réussite. Donc, il y a eu cette expérience-là. Puis également, la plus marquante, c'est sûr que c'est la pépinière. La pépinière, quand je suis rentrée en direction générale, il y avait 5 employés. 4 ans plus tard, il y en avait 120 à peu près dans la grande saison. L'entreprise a connu une croissance vraiment gigantesque, en fait. Mm-hmm. Et une croissance gigantesque, ça veut dire apprendre à prendre des décisions rapidement, basées sur l'instinct, des fois, trouver des petits outils ici et là. Et moi, dans le webinaire que je vais vous présenter, je me suis vraiment donné comme objectif, en fait, de vous transmettre mes notes d'observation, puis dans la plupart des cas, vous donner aussi un outil que vous allez pouvoir utiliser pour à peu près n'importe quel projet de gestion. Donc ça, c'est préambule. On pourrait passer au premier... Premier conseil. Premier conseil, je peux mettre ça à l'heure. Oui, parfait, ici. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de développer une vision et une stratégie d'impact claire. J'ai eu la chance dans mon parcours avec la pépinière d'avoir été soutenue par une entreprise qui s'appelle InWeave, qui est pan-canadienne et très vraiment portée vers l'impact, en fait. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans une entreprise, puis elle va passer un an ou une demi-année, une année complète, à vraiment aller chercher c'est quoi l'essentiel, où sont les faux combats, puis ce serait quoi une entreprise qui aurait un plan de match clair avec un maximum d'impact. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, je pense, jusqu'à maintenant dans mon travail. Et je veux, en fait, juste vous faire, c'est très compliqué, fait qu'on va juste passer vraiment rapidement. Et pour ça, j'ai une première question à vous poser, pour tester aussi les outils. C'est une question vraiment simple. Qui dans la salle connaît quelqu'un de près ou de loin, ou qui l'est lui-même aussi, atteint d'un TDA ou d'un TDAH, le trouble de l'attention, oui, avec hyperactivité, mais c'est quoi le D? Le trouble de déficit de déficit de l'attention, oui, c'est ça. Avec attention ou hyperactivité, voyons, je suis bien drôle. Moi. Là, on a une petite surprise pour vous. On lance un vote, en fait. Vous voyez probablement apparaître sur votre écran la possibilité de voter, soit oui ou non. Yay, ça marche! Donc, inquiétez-vous pas, ce sont des votes tout à fait anonymes. Donc, on va juste voir là, la proportion de gens là, concernés. Puis, la réponse est vraiment le fun. Ouais. À date, là, il y a vraiment 90% de l'audience, en fait, qui connaît quelqu'un de près ou de loin ou qui l'est lui-même, qui a un trouble de l'attention. C'est un petit peu plus que ce qu'on J'ai vraiment pas ce genre de réponse-là. Quelques secondes encore, puis je vous partage les résultats pour ceux qui n'ont pas eu le temps. C'est anonyme si jamais vous voulez cacher ça ou pour une raison quelconque. Pourquoi je vous parle de TDAH ou de TDA, c'est que moi, j'ai un TDA. Ça m'a été diagnostiqué quand j'avais 8 ans et avec plein de troubles d'apprentissage associés, ce qui fait que je n'étais vraiment pas la meilleure à l'école. Puis, j'avais beaucoup de difficultés à suivre puis à comprendre n'importe quelle conversation. Si je comprenais au début de la conversation où est-ce que la personne allait, elle me perdait complètement au niveau de ma concentration, elle venait de la perdre. Et si quelqu'un ne faisait pas part d'éloquence ou d'être particulièrement, ben oui, éloquent dans son message ou s'il n'avait pas pensé à la stratégie puis la façon dont il allait apporter son message, j'allais pas passer du temps à lire sur sa page Internet, à décortiquer, en fait, c'est quoi le concept derrière, etc. Tout de suite, je passe à une autre information. Et ça, c'est typique des TDA ou des TDAH. Le H, c'est juste l'hyperactivité, ça se manifeste autrement, mais ça reste le même problème. C'est que le monde est comme un vaste océan d'informations non hiérarchisées. Et ça donne une perspective du monde où les TDA sont connus pour aller vers leurs intérêts directement. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais le lire, je vais l'apprendre, mais qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Oublie ça, je ne passerai pas une minute dessus. Et en grandissant, j'ai eu la chance de grandir à un moment historique très, très particulier. Il est arrivé le monde des cellulaires, Internet, des pages Facebook, de l'information, l'accélération du mode de vie aussi, parce qu'à quelque part, j'ai vieilli, fait que j'ai fini par rentrer dans le grand agenda commun de la semaine versus la fin de semaine, et la capacité à s'organiser, se prioriser, etc. Et là, je me suis dit, coudonc, le monde est en train de devenir un TDA ou un TDAH. Et partout dans ma carrière, tout le temps, à n'importe quel moment,
je me suis toujours efforcée de faire des messages clairs. Quand je parlais à mon audience, j'avais l'impression de me parler à moi-même, puis j'avais l'impression que j'allais me perdre dans 2 minutes. Donc, j'ai toujours essayé de capter le plus possible l'information de manière instinctive, mais aussi de faire une information la plus concise possible. Quand je fais des dépôts, par exemple, de subventions, plus court que c'est, je suis plus contente que je suis, en fait, si on peut aller droit au but. Et donc, en fait, Inouïve, le schéma de transformation sociale, cette théorie-là qui dit partez avec un projet précis, dans un schéma précis, et vous serez compris par tout le monde. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alors, je vous le transmets maintenant. Tiens, je pense que... Oui, on est prêt. On est prêt? Donc là, oui, c'est ça. J'ai posé la question. Là, il y a trop d'informations dans le monde. Ça, c'était mon GIF. Désolée, j'aurais pu changer, hein? Ce document-là, Building a Communication Strategy for Diversity and Inclusion, par Anne Cristiano et Annie Neiman, ça a été développé à l'Université de Stanford. Et ça tourne vraiment autour du schéma de transformation sociale. Et j'ai beaucoup aimé leur approche. C'est qu'eux, ils posent 4 questions. Et si tu es capable de répondre à ces 4 questions-là, tu as déjà un spectre d'un schéma de transformation sociale. Et je me suis dit, je vais vous les poser, ces questions-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre. On va prendre un personnage fictif pour y répondre. Donc, moi, j'ai vu tantôt que quelqu'un s'appelait Chantal. Exact, Donc, oui. Salut Chantal! Ouellette, en fait. Disons que Chantal, elle, son projet... on va commencer par la première question qui dit « Que voudrais-tu changer? Qu'est-ce qui n'est pas vrai et qui devrait être vrai dans notre monde en ce moment? » Et Chantal, elle se dit « Ben moi, le racisme, ça ne devrait pas exister. Mais malheureusement, ça l'existe. Et moi, ma mission et mon entreprise en innovation sociale, ça va être d'abolir le racisme. » Et c'est la première question à laquelle il faut se poser et s'adresser, c'est de dire « Qu'est-ce que je veux changer qui n'est pas encore changé et qui n'est pas encore bon? » Comment veut-on changer le monde? Comment veut-on changer le monde? Mais c'est comme, il est où votre terrain de jeu? La deuxième question, c'est qui devrait faire quelque chose qu'il ne fait pas en ce moment pour atteindre ce but? Chantal, elle peut se dire, le racisme, il est partout, il est à tous âges, il y a des personnes âgées qui sont racistes, il y a des jeunes, il y a des enfants. Mais qui devrait faire quelque chose qu'ils ne le font pas en ce moment pour atteindre ce but, pour vaincre le racisme? Est-ce qu'on considère qu'on va essayer d'aller faire une stratégie qui va aller changer le monde au complet ou on décide de se concentrer sur une strate de la population plus précise qui aurait un potentiel d'impact très grand? Et c'est ça, cette question-là, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut ratisser le problème ou la planète au complet, puis aller rejoindre un type de personnes qui, elles, vont changer la société dans le futur. Chantal, elle pourrait se dire, les personnes qui sont déjà racistes à l'âge adulte, je n'en prends pas soin. Je ne m'attaque pas à eux parce que eux, je sais que ça va être très difficile de changer leur idée. Mais les jeunes, au secondaire, peut-être que j'ai une chance avec eux. Ils sont pas encore vieux. Il y a peut-être un moyen de les sensibiliser. Donc, elle a dit, OK, parfait, je vais enrayer le racisme en passant par les jeunes parce que je considère que cette personne-là est la meilleure pour changer la société future. La troisième question. Oui. Oh, c'est toi qui le fais. Comment rejoint-on ce public? Alors, comment je vais être capable d'aller rejoindre les jeunes? Est-ce que c'est les jeunes au primaire que je vais aller rejoindre? Est-ce que c'est les jeunes au secondaire? Si c'est au secondaire, par exemple, parce qu'on se dit, OK, c'est pas mal là qu'on voit l'émergence des valeurs, etc., puis c'est là qu'on pourrait avoir un impact. À ce moment-là, on va se poser la question, comment je peux aller les rejoindre? Est-ce que c'est à travers le système scolaire? Est-ce que c'est à travers... Pardon, je ne suis pas émue de vous voir. J'ai juste... émue par rapport au système scolaire. Je suis émue par rapport... Oui, c'est ça. Exactement. Le système scolaire, est-ce que c'est le système scolaire qui devrait changer? Est-ce que je m'attaque aux parents? Est-ce que je m'attaque aux grands-parents? Par qui je passe pour rejoindre mon public? Probablement, on serait tenté de dire que dans ce cas-ci, la meilleure chose à faire, ce serait de passer par le système scolaire parce que là, on a un impact très, très large, puis c'est là que les jeunes vont pour s'éduquer, ça ferait du sens. Donc, la réponse, c'est le système scolaire, disons. Et la quatrième question, qu'est-ce que vous croyez qui va motiver cette personne-là à prendre action? Ça, c'est le comment. Parce que c'est pas juste de rejoindre le public cible, mais c'est de aussi faire en sorte que les jeunes vont se transformer en acteurs de changement. Il s'agit d'ouvrir la conversation, transformer un jeune et faire en sorte que cette personne-là, dans un autre milieu, comme dans son foyer chez lui ou avec ses amis ailleurs, va être capable d'être un acteur de changement, de dire « Hey, c'est pas cool d'être raciste. Ah,
Là, on a un changement. Est-ce que le choix de ce public cible-là, c'est justement d'aller identifier les acteurs qui risquent de créer le plus d'impact? Oui. Dans le fond, les meilleurs acteurs de changement pour le problème. Exactement. En fait, il faut toujours se poser la question en communication, qui a la capacité de rejoindre un plus large public? Qui a la capacité d'avoir un plus grand impact? Par exemple, c'est très difficile de rejoindre un individu dans la société en essayant de passer par Facebook, en faisant une stratégie de communication par Facebook. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire une campagne de sensibilisation à travers une institution. Là, on est dans un cadre législatif, c'est différent. Intéressant. Oui. Donc, en fait, pour conclure sur ce premier conseil-là, si vous avez répondu à ces 4 questions-là, vous avez déjà le spectre d'un schéma de transformation sociale. Et vous pouvez le faire, vous pouvez passer 5 ans à l'affiner, puis à déterminer des indicateurs d'impact, voir si ça a fonctionné, qu'est-ce qui me prouve que mon schéma a fonctionné. Donc, qui, comment je vais le rejoindre, quelle stratégie je vais prendre pour le rejoindre, puis une fois que je l'ai rejoint, qu'est-ce que je peux faire pour lui le transformer au maximum comme acteur de changement qui va faire son impact à lui. C'est un peu une contamination d'une certaine façon. Et puis, tout ça dans un esprit qu'on a des ressources limitées. Peu importe ce que vous allez pouvoir faire, vous êtes dans un territoire, par exemple, en ce moment qui est québécois ou canadien, vous ne pourrez peut-être pas rejoindre les États-Unis, vous ne pourrez peut-être pas rejoindre la planète entière, mais vous allez être capable d'agir sur un territoire et faire quelque chose de bon, de précis, mais vous n'aurez pas tellement des milliers de ressources, ni humaines, ni financières. Donc, c'est pour ça que c'est important de viser juste, en fait, à la base. Ça, c'était mon premier conseil. Passons au deuxième. Passons au deuxième avec une. Tu parlais de stratégie de communication, donc voilà. Suite. Pour approfondir un petit peu. Juste, Raphaël, pour répondre à certaines questions, oui. En fait, je pense que l'intégral de la présentation, tu nous le permets de l'envoyer aux participants par la suite. Oui! Donc, ça vous sera partagé donc, dans un lien courriel. Vous allez tous recevoir la présentation comme vous la voyez en ce moment. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Je reste à l'affût du chat. C'est ça, on peut vraiment arrêter à tout moment pour y répondre. Gênez-vous pas. OK. Là-dedans, on s'est posé la question d'avoir comment rejoindre le public. Et c'est d'adopter en fait une stratégie de communication efficace. La première chose que j'ai à dire dans ce conseil-là, c'est que les études en communication, c'est bien réel. Okay? La communication, c'est une science qui est relativement nouvelle. Et quand on décide d'utiliser et de faire une stratégie de communication, il faut faire confiance. Il y a des spécialistes dans ce domaine-là, ça existe. C'est pas juste d'utiliser Facebook et de fonctionner à l'instinct. Il y a vraiment une discipline au niveau des communications qui peut être adoptée, puis un champ très, très précis. Ça peut avoir énormément d'impact. Les études ne cessent, il y a des tonnes d'études qui existent sur la façon dont l'humain reçoit un message, la façon dont il répond à une publicité, comment est-ce qu'on perçoit ou pas un message. Et on est capable, avec très peu de moyens, de faire un maximum d'impact. Alors, moi, un de mes conseils dans ce conseil-là, c'est vraiment, si vous êtes en train de faire un gros lancement puis que vous misez sur votre projet, les communications, ce n'est pas à négliger, c'est même essentiel, en fait. Sinon, ça va faire chou blanc ou comme l'arbre qui tombe tout seul dans la forêt. Il y a, tantôt je parlais en fait de l'étude qui s'appelle Building a Communication Strategy for Diversity and Inclusion. Dans ce même ouvrage-là, qui est très complet, elle parle de 2 conseils à ne pas faire et un conseil à faire pour rejoindre le public cible puis vraiment le rejoindre de manière efficace sans perdre personne dans la stratégie de communication. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. La première diapo, il faut éviter un ton accusateur ou autoritaire. L'humain est fait de sorte qu'il déteste se sentir mal. Si on est un peu condescendant ou si on est trop, peut-être, ce qu'on peut avoir tendance à faire en innovation sociale, c'est d'être activiste, puis qu'on va rejoindre, par exemple, Chantal, qui s'en va avec son projet au sein de la commission scolaire. Si Chantal arrivait devant quelques fonctionnaires avec qui elle va probablement juste avoir une chance pour passer son message, et ça va être cette chance-là, si elle arrive en disant
Bon, tout le monde ici est blanc, donc je me demande vraiment ce que vous en savez de la question du racisme. Bien, tout de suite, on est dans un ton autoritaire. Ou si on disait vous êtes raciste sans s'en rendre compte. Ou si quelqu'un disait au Québec, on n'est pas raciste, là, disait mais non, on est raciste au Québec. Oui, bon, ben là, on rentre dans un ton accusateur, en fait. Donc, c'est trop émotif à ce moment-là. Oui, ouais, il y a l'émotion, mais il y a aussi il faut pas sous-estimer la capacité des gens à comprendre un message, mais à partir du moment où on arrive avec un message qui est négatif, le cerveau est vraiment bon pour avoid the message. Oui. Donc, en fait, le cerveau ne retient aucun message qui oblige à faire quelque chose. Si on donne un ordre, nécessairement, on bloque puis on ferme la conversation, donc c'est plus difficile d'apporter un message. Donc, ça pourrait être émotif, mais positif. Ça peut être émotif, positif. Exactement, en fait, parce qu'on en vient là. Leur troisième point, c'est qu'il est émotif, positif. Le deuxième point, c'est les valeurs morales. Alors, de plus en plus, en sociologie, en philosophie, on se rend compte que l'humain bâtit sa perception du monde avec des valeurs morales. Quelqu'un de conservateur va, par exemple, je l'ai noté, aimer le respect de l'autorité, le secret. Il va privilégier des valeurs qui sont conservatrices. Des bassins de valeurs, c'est comme le don de soi, la tolérance, le respect, la loyauté, la discipline, la noblesse. Ce sont des exemples de valeurs morales. Et à partir du moment où on est dans une famille qui a des valeurs, ça nous est transmis, on bâtit notre perception du monde à partir de ces valeurs-là. Ça peut donc être très dangereux de commencer une discussion en mettant tout de suite sur le tapis l'égalité. Parce que peut-être qu'on parle avec quelqu'un qui aime la rigueur et que la rigueur, c'est plus important que l'égalité. Donc, essayez de ne pas nommer de valeur. Ça peut, là, de dire ces deux choses-là, on dirait qu'il faut complètement être neutre puis être inintéressant ou le plus bas possible, mais c'est faux, en fait. Mm-hmm. Le troisième point qui est apporté dans cette étude-là est vraiment intéressant. C'est la force de l'histoire. L'importance de créer l'empathie, en fait. En cinéma, on passe en général le ratio, le 1/4 en fait du scénario à décrire la situation dans laquelle le personnage se trouve. Cendrillon, par exemple, elle avait ses deux sœurs cruelles, on martèle la cruauté, sa mère est cruelle, elle vit avec des souris. C'est comme, pendant le 1/4 du temps, on est comme, mon Dieu, Cendrillon, ça va pas bien. Puis là, après, on devient empathique, puis on se range derrière Céline Dion. On se range derrière Céline Dion. On se range derrière Cendrillon. Et on est comme, on a envie qu'elle se marie avec le prince. On est content pour elle qu'elle ait une citrouille puis une tante riche, puis toutes ces choses-là. Donc, moi, quand j'ai commencé à vous parler au début, je vous ai parlé du Ritalin. Je vous ai parlé de ma propre histoire, de ma perception du monde. Chantal, quand elle va aller voir, je m'excuse Chantal, je peux changer de nom Chantal si jamais tu veux. Chantal n'a pas réagi à date. OK, très bien. Je peux changer de nom. Mais Chantal, quand elle va aller devant la commission scolaire, elle pourrait dire, disons que Chantal est noire, elle pourrait dire, moi, dans toutes les parties, les anniversaires, puis les soupers où je suis allée, on m'a toujours demandé d'où est-ce que je venais. Je suis haïtienne, mais j'ai grandi au Québec et j'ai fait plus de raquettes que tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie. Mais à chaque fois que je suis en public, peu importe ce qui arrive, on va toujours me demander d'où je viens. Je suis québécoise. Je suis noire, je suis pas noire, mais je suis québécoise. Et ça, c'est une histoire empathique. Là, on ouvre la conversation. Donc, stratégie de communication, très importante. Travailler avec des professionnels, travailler avec... s'informer aussi sur comment est-ce qu'on fait passer un message. C'est pas parce qu'on est de gauche, c'est pas parce qu'on est activiste qu'on peut pas être rusé dans notre message. La ruse est très importante. Très intéressant. Voilà. D'ailleurs, sur une suggestion de Camille dans le chat, lorsqu'on parle d'inclusion, si on vient à l'exemple que tu nommais, de rejoindre un public plus jeune pour les transformer, essayer de les mobiliser en acteurs de changement sur la problématique du racisme. Donc, j'imagine que c'était un exemple, mais on pourrait aussi cibler une clientèle plus âgée, par exemple, si on voyait qu'ils avaient justement un certain rôle à jouer ou s'ils étaient préoccupés aussi pour cette problématique-là. J'imagine que ton choix de prendre la clientèle jeune, c'était juste un exemple. Ah oui, c'est juste un exemple. Si l'impact, c'est les personnes âgées, allons-y avec les personnes âgées. Si l'impact, c'est les femmes, c'est plus les femmes. Mais
il faut, en fait, la seule affaire, c'est le piège d'essayer d'inclure tout le monde. Ben oui, il faut être inclusif quand on parle, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, Oui. mais dans une stratégie en se disant, je vais faire une campagne de sensibilisation, il va quand même falloir que je cible une personne, parce qu'en essayant de cibler tout le monde, on n'arrive à rien, on devient trop inclusif sans rejeter quelqu'un, mais il faut se dire qui a un maximum d'impact, qui a la capacité de comme, faire un vrai changement dans la société, sans nécessairement exclure personne non plus. Et probablement qu'un groupe de personnes plus âgées pourrait avoir un rôle tout à fait actif. J'ai pris l'exemple du racisme parce que c'est un exemple qu'on parle beaucoup, mais dont je suis absolument pas expert. Fait que ça pourrait aller dans n'importe quelle direction. C'est juste pour imager, en fait, ce que je dis. Sur le plan de la communication. Oui, exact. Il y a Frédéric aussi qui se demande, en fait, une façon de faire un appel à l'action, mais sans passer sur un ton plutôt autoritaire. Donc, comment être attractif dans cet appel à l'action sans être autoritaire? Bonne question, hein? C'est vraiment une bonne question, en fait. Faut-il proposer, c'est ce que Frédéric nous dit, proposer, par exemple, de participer à une activité concrètement? Il me semble qu'on perd en punch et peut-être en crédibilité si on le fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je pense que le ton autoritaire, c'est juste de bien choisir ses mots puis de se faire une stratégie. Si le public cible qu'on veut rejoindre aime l'autorité et puis qu'on sent que ça serait comme un espèce de triathlon puis tout ça, on peut l'utiliser. Il faut juste qu'il y ait une cohérence entre le public cible qui est choisi puis la stratégie qu'on va utiliser pour le rejoindre. Je comprends. Mais après, je pense que c'est une excellente question. Puis c'est le genre de question que je poserais à quelqu'un qui est spécialiste en communication. Parce que il dirait, OK, comme pour ce type de personnes-là, on va aller vers un message plus doux, on va s'adapter ou je sais pas. Oui. Mais effectivement, des fois, quand mettons, on veut changer l'environnement, des fois, on a envie de brasser tout le monde et de dire, OK, arrêtez de prendre l'avion. Mais là on ferme le discours. Là, arrêtez de prendre l'avion. Bon, on va rencontrer des résistances plus que d'autres choses. C'est ça. Super. S'il y a d'autres belles questions comme ça, gênez-vous pas. J'ai, je pense, un autre petit sondage pour vous, n'est-ce pas? Raphaël? Oui. OK. On va... Oui, je vais juste le basculer ici. Donc, on a une autre question. On a vraiment une question à vous poser par rapport au plan de développement. C'est le prochain conseil qu'on va aborder avec vous. Donc, je vais ouvrir le vote, puis on va nommer la question en même temps. Donc, en fait, selon vous, un plan de développement a plus de chances d'être convaincant s'il est surtout, puis là, on a mis réaliste, audacieux, échelonné sur le long terme, précis sur les actions, précis sur les retombées. Et vous pouvez sélectionner plus d'une réponse. Exact. On vous laisse quelques secondes, prenez votre temps. Ouais. Je peux aussi dire c'est quoi un plan de développement. Donc, en fait, un plan de développement, c'est quand une organisation se fait une vision, c'est un travail à l'interne qui a des visées externes, mais il est d'abord à l'interne. C'est de dire, OK, dans 3 ans, on aimerait être rendu là et voici comment on va faire pour y arriver. Et à partir de ce plan de développement-là, il peut aussi bien être public. Vous pouvez l'amener à des fonctionnaires, mais c'est juste un travail de réflexion interne pour ne pas seulement voir à court terme, sur 1 an, ou essayer de voir à l'intérieur des programmes que vous allez avoir développés dans votre entreprise, mais c'est pour une vision globale. Généralement, ça suit puis c'est cohérent avec un schéma de transformation sociale, la stratégie de communication, etc. J'ai envie de vous partager les résultats de ce sondage. C'est très intéressant, quand même assez partagé, hein? C'est vraiment intéressant. Donc vous êtes vraiment en train de consulter, oui, je pense, les résultats. Donc, je vous laisse quelques minutes. Là, on voit que vraiment la précision sur le type d'action, la nature des actions, ça doit faire partie là, de façon incontournable d'un plan de développement. Il y a le réalisme aussi. Oui, exact. Donc, précis sur les retombées aussi, hein? On parlait d'impact au tout début, donc quel type d'impact, vers qui aussi ça va s'adresser. Donc, j'arrête le partage, puis je continue sur la présentation. C'est vraiment intéressant parce que on sent que pour vous, le réalisme puis la mise en action, c'est le plus important. Bien, pour bâtir un plan de développement, il va falloir s'éloigner en fait du réalisme au départ, en fait. C'est de faire un examen de conscience total de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Mais la vérité, c'est que quand on a écrit cette question-là, la réponse, c'est toutes ces réponses.
Là, je vais déferler, en fait, parce que là, c'est vraiment mes notes et observations que j'ai préparées pour vous. Et c'est des points comme ça. En tant qu'acteur de changement ou entrepreneur social, intellectuel du changement, vous êtes les experts de votre changement. C'est vous qui avez la possibilité d'amener une proposition la plus vraie parce que vous êtes proche du terrain. Si vous œuvrez dans un organisme qui vise à aider les femmes en vulnérabilité sociale d'un certain groupe d'âge ou de tous les âges, c'est vous qui avez une meilleure connaissance du terrain. Et les fonctionnaires qui sont vos vis-à-vis sur le plan gouvernemental sont intéressés par votre proposition. C'est leur travail d'être au courant de comment ça se passe sur le front. Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas avoir peur, d'oser faire un plan de développement convaincant, une proposition qui s'étale sur généralement 3, ben moi je l'ai fait 3 à 5 ans, ça ne m'est jamais arrivé de faire un 10 ans, mais si votre projet ça donne pour être ça, tant mieux, faites-les. Mais les institutions publiques, ce n'est pas un gouvernement qui fait des décisions tout seul à la vedette. La fonction publique, elle est composée de nous-mêmes. Ils sont dans le trafic tous les matins avec nous, si vous êtes dans le trafic. Ou sinon, ils ont des enfants qui ont également des allergies. Je dirais, ils nous ressemblent et ils sont faits de nous-mêmes. Donc, n'ayez pas peur de faire une proposition, faites la proposition la plus complète possible. Et essayez de voir à long terme, de dire, ben voyez-vous, moi, je vais faire un centre pour les femmes vulnérables socialement et ça va donner une institution et un exemple dans le monde. Et pour y arriver, ça va me prendre 5 ans de travail. Je vais avoir besoin de faire une grande campagne de sensibilisation. Je vais avoir besoin de trouver un bailleur de fonds privé qui va m'aider à monter ce bâtiment-là. Je vais avoir aussi besoin de me situer au bon endroit au Québec. Je vais avoir besoin de vous pour ça. Il faut que je fasse une recherche. Bon, ça, c'est votre plan de développement. Donc, je crois qu'il y a énormément de force à avoir une proposition qui est située dans le temps. C'est un plan de développement qui permet, en fait, à votre conseil d'administration, à vos employés, à vos collègues, à vos partenaires aussi, de savoir où est-ce que vous en allez de façon très claire. Et surtout aussi, c'est de faire une proposition qui est suivie d'un plan, d'une structure financière. Alors, au lieu de tomber dans le piège, qui est un piège qui arrive souvent, mais qui peut être utile dans certains cas, de voir une bourse qui s'ouvre au gouvernement, de voir des subventions, de dire « Ah, mais moi, je vais rentrer dans ce programme-là, puis je vais créer un programme qui rentre dans ce programme-là. » Ça risque de vous détourner de votre mission. Vous êtes peut-être mieux de faire une proposition, de l'amener à des paliers plus importants gouvernementaux et de vous asseoir et de dire « J'ai besoin de votre aide ici et là, puis moi, je vais faire mon bout de chemin avec des bailleurs privés ou des fondations ou des donneurs. » Et ainsi, vous n'allez pas tomber dans l'urgence financière. Vous allez conclure une entente et peut-être qu'ils vont vous faire une place si votre projet est intéressant, si la proposition rentre dans leur grand principe. Vous contribuez à la demande, non pas de façon top-down, mais bottom-up. Et je pense qu'il faut oser faire ça, en fait. Il y a de la place pour faire ça. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des questions? Pas à date. J'en ai une sur... peut-être avant que tu passes à la prochaine diapo, qui concerne la stratégie de communication. En fait, à ta connaissance, est-ce qu'il existe des valeurs identifiées pour une certaine tranche de la population par âge, par tranche d'âge, par exemple, les aînés, les jeunes? Un genre de persona général, sais-tu? Je suis pas mal certaine que quelqu'un a fait une étude là-dessus, à un moment donné, quelque part. Il en parle dans la valeur, dans le Code Québec? Je sais pas. Ça, c'était tiré, en fait, de l'étude Building a Strategy Communication. Elles ont mis des groupes de valeurs sur des personnes politiques. Quelqu'un qui est conservateur va avoir ce groupe de valeurs, va avoir plus tendance à être comme si. Quelqu'un de libérateur, de libéral ou de gauche, parce que c'est aux États-Unis, il va avoir plus tendance à être comme ça. Et ça, je suis pas mal certaine que ça existe. Ouais. Parce que c'est vraiment reconnu comme... Ça fait partie intégralement de la science, de la philosophie, puis il doit y avoir quelqu'un qui a fait ça quelque part. Puis sinon, d'en constituer un personnage de la clientèle cible, ça peut peut-être être une stratégie. Oui, ça c'est vraiment toujours très utile. Merci pour la question, Marie-Soleil. Merci, Marie-Soleil. Et la suggestion, Véronique?
Le plan Ah consiste oui, à mettre en oui. œuvre les étapes que vous avez réalisé un projet, un plan d'action à mener en temps soit réaliste. Ah oui, très important qu'il soit réaliste, le plan d'action, et qu'il soit monté avec l'ensemble de l'équipe. On ne décide pas à la place des ressources humaines, on écoute les ressources humaines. On ne décide pas à la place de la direction financière ou des communications. Tout le monde a contribué. C'est un chantier qui se fait en groupe, ensemble, en fait, puis qui doit montrer une grande cohésion. Donc, ça touche au réalisme. On nous demande, excuse-moi Raphaël de t'interrompre à nouveau, on nous demande qu'est-ce qu'un persona? Un persona, ça c'est quand on imagine notre public cible. Donc, une bonne façon de faire, c'est de prendre plein de... Ben moi, je prends toujours des tasses dépareillées. Puis je m'imagine... OK, non, mieux que ça. Ben, en fait, ça se passe souvent dans des retraites stratégiques. Imaginez-vous... moi, j'imagine un jeune, parce que là, on reprend l'exemple de Chantal, du racisme au secondaire. Mon public cible, c'est le jeune, par exemple. Ben, on reste sur ce jeune-là, puis on dit... Quand il se lève le matin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? À quoi qu'il pense? C'est quoi qu'il a envie de faire? C'est quoi qu'il écoute comme émission? Y a-t-il beaucoup d'argent? Ses parents s'appellent comment? Il va faire quoi comme métier? C'est quoi ses intérêts? À quoi ressemble sa journée? Et donc, c'est de se mettre dans sa peau. Et ça, c'est vraiment important. Puis là, on se dit, OK, on va prendre Kevin, mais on va aussi prendre Marc, puis on va prendre Jean-Sébastien, puis Marie-Soleil. Puis de toute cette école-là, puis on va dire, OK, bien Marie-Soleil, elle se lève le matin, puis elle, ses parents, c'est plus moyen, ils sont encore ensemble, ils habitent une petite maison de banlieue. Fait que c'est comme, en fait, c'est de se mettre dans la peau et de mieux comprendre de cette façon-là à qui on s'adresse, en fait. Génial, merci Raphaël. Ça fait plaisir. Mais encore là, je ne suis pas spécialiste des communications. Mais j'ai quand même étudié en com, mais j'ai jamais travaillé en communication, finalement. Une explication très claire. Voilà. Mais j'ai fait beaucoup de personnels, ça m'a beaucoup éclairé, beaucoup, avec des tasses à café. OK, ça, c'est le moment le plus... Attends, on va passer. Ouais. Ça, j'avais hâte de vous le montrer, puis c'est un bel outil. Puis c'est un bel outil, je trouve, pour votre vie de famille aussi, pour tout dans la vie, en fait. C'est un tableau très simple. On a le Y, l'impact, le X, l'énergie. On a fait un tableau en se disant, pour essayer, le but de ce tableau-là, c'est de voir qu'est-ce qui me prend de l'énergie mais qui ne me rapporte rien. Dans la vie personnelle, ça pourrait être quelque chose comme, qu'est-ce qui me prend de l'énergie puis qui n'augmente pas mon bonheur puis qui me tanne, par exemple. Ou alors, dans une entreprise, qu'est-ce qui nous prend beaucoup d'énergie qui ne rapporte absolument aucun financement ou aucun impact ou rien de tout ça. Donc, savoir identifier les faux combats. Et pour ce faire, on n'a pas vraiment le temps de le passer en détail. On a-tu le temps? Non. On n'a pas le temps. Mais on va le faire rapidement. Donc, si Chantal, elle avait 4 projets, elle voulait faire une campagne de sensibilisation. On aurait demandé à Chantal de placer ses projets qu'elle avait pour les 3 prochaines années. Elle vient de faire son plan de développement. Puis là, on lui a dit, place tes projets. Fait que là, Chantal, elle place ses projets des dents. Des dents, oui. Là, il y a sa campagne de sensibilisation et comme, oui, je vais rejoindre 100 écoles secondaires au Québec. Ça a un maximum d'impact. Ça ne me prend pas beaucoup d'énergie parce que je le délègue à quelqu'un en communication, expert, etc. Ça va bien aller. Puis là, à place, OK, j'ai une association de parents-élèves à Boucherville contre le racisme. Ça me prend quand même pas mal d'énergie parce que c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Puis ça ne fait pas beaucoup d'impact parce que c'est juste à Boucherville. Et là, ça continue. Là, à place ces projets, on peut tous les placer. Et je vous invite à faire la même chose pour vous aussi, là, dans votre entreprise. Et là, moi, j'arrive à la fin, ou vous arrivez à la fin, puis là, c'est là que vous brillez par votre intelligence. Puis là, vous divisez le cadre en 4. Et vous dites, OK, parfait, on va diviser ça en 4. On voit qu'on a une activité dans chacun de ces casiers. Dans A, la campagne de sensibilisation, c'est ce qu'on a le plus d'impact, qui ne prend pas beaucoup d'énergie. On le garde, c'est bon, c'est excellent. B, demande de subvention annuelle au ministère, c'est essentiel, il faut qu'on le fasse. Et Colin, à chaque année, ça nous prend vraiment beaucoup d'énergie. Il y a 2 mois qu'on passe là-dedans, on travaille trop. Fait que ça, peut-être qu'il y a moyen dans B, en fait, d'appeler le ministère et de dire comment ça peut nous prendre moins d'énergie. On peut-tu faire un rapport qui va être le même pour tous nos partenaires? Est-ce que ce rapport-là, on peut le faire aux 3 ans, aux ans et demi? Comment est-ce qu'on pourrait alléger les modalités? Ça peut s'appliquer à des demandes qui s'adresseraient à d'autres partenaires que le ministère aussi. Oui, exact, exact. C'est comme la recherche de financement, pour nous, ça nous prend beaucoup d'énergie. Comment on peut simplifier ça? Est-ce que nos partenaires peuvent nous aider à plus peser sur le piton pour que ce soit moins lourd?
Ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Ah, OK, on se dit que si à un moment donné, on commence à être trop dans le jeu, on pourrait peut-être l'enlever aussi. D, c'est toujours un ennemi. D, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie et ça n'a pas beaucoup d'impact. Par exemple, probablement que dans celui qu'on voudrait faire de personnel, là, le ménage serait là. Le ménage, ça apporte du bonheur à personne, ça prend de l'énergie, on est tanné. Là, un couple pourrait se dire, ah ben écoute, on va se payer une femme de ménage. Là, le D, il ne devrait jamais avoir quelque chose là-dedans. L'idée, c'est de déléguer, donc. Déléguer, on peut mettre un processus en place. Elle, dans son cas, c'est l'association des parents, élèves, Cherville, elle dit, ben on l'a créé, l'association, elle fait. Là, maintenant, genre, envoyez-moi un rapport, je vais le lire. Ça va me prendre 15 minutes, je vais le lire, mais je ne peux plus y assister. J'ai plus le temps, j'ai trop de travail à faire ailleurs. Et donc, trop de travail à faire. Est-ce que le niveau d'énergie, selon toi, équivaut tout le temps pas mal à la quantité de temps qu'une tâche prend? Oui. L'énergie, le temps, l'émotif. Si on a un chantier dans un travail, c'est compliqué. Tout le monde se prend la tête. On sent que ça va nulle part. On peut le laisser tomber ou on peut dire ça c'est notre back-end. C'est comme il faut toujours garder en tête que nos ressources sont limitées, le temps est limité. On a une vie à vivre. Bon, on a d'autres choses à faire. OK, lui, j'avais hâte. On vous lance un dernier petit sondage. Donc, espérons que ceux qui m'ont partagé, là, qui n'avaient pas accès au sondage, en fait, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Sinon, il y a François là, qui nous permettait, qui nous suggérait en fait de prendre l'alternative URL, bref, de changer d'URL. Allez voir dans le chat ce que François nous suggère pendant que je sélectionne le bon sondage. OK. Donc, on ouvre ce vote. Selon vous, dans un projet en innovation sociale, quelle portion de temps faudrait-il dédier à la gestion des ressources humaines? À vous! Donc, on voit déjà des gens qui votent. Pour ceux qui ça ne fonctionne pas malheureusement, donc ça fonctionne par l'interface Zoom. Si jamais vous utilisez par exemple Internet Explorer ou Google Chrome, peut-être changer, recopier le lien du webinaire, le lien d'inscription, peut-être changer juste d'application carrément. Mais il reste quelques minutes au webinaire et je vous avouerai que c'est le dernier sondage, donc... Il reste combien de temps? Il reste en fait officiellement 2 minutes. Okay. Donc, on va mettre fin au vote dans une dizaine de secondes, peut-être laisser la chance aux gens qui n'ont pas répondu encore. Donc, c'est quand même distribué autour de... J'apprécie vraiment les 2% qui ont écrit 80%. C'est effectivement très noble de votre part, oui. OK, là, ça va être un marathon. Bravo. En fait, en innovation sociale, le type de personnes qui s'inscrivent dans ces petites entreprises-là ont un savant besoin de justice. Ils sont passionnés. Oui. Ce sont des gens très talentueux. 60% et plus, c'est pas mal. Si vous avez répondu ça, vous êtes pas mal dans la bonne braquette. Je vais vous lancer rapidement des notes pêle-mêle pour vous aider à devenir un employeur attractif puis à retenir le talent, mais c'est vraiment des notes de gestion de ressources humaines. C'est parti. 1. Oui. Je pensais qu'on était dans l'effet tunnel. Soyez à l'écoute et répondez aux besoins par l'action concrète. Les employés qui sont sur le terrain connaissent mieux le travail que vous. Leurs besoins sont bien réels. L'écoute est à la base de tout. Ceux qui sont sur le terrain, ils sont directement connectés avec les personnes. Ils vont vous apporter, leurs conseils vont être précieux et synonymes de réussite ou d'échec. 2. Les personnalités complexes qui demandent beaucoup de votre temps sont sans doute aussi vos plus grands talents. Heureux, ils feront des miracles. Malheureux, leur comportement sera dévastateur. Si vous apprenez à travailler avec des artistes, ne regardez jamais la feuille de temps. Vous parviendrez à la plupart de vos buts. Simplement pour ces raisons, tout ce qu'ils font est attractif, beau et buvable. Ils voient ce que personne ne voit. Ils ont un leadership très fort, vont présenter le plus plate de vos projets comme les pyramides d'Égypte. Ils voient plus loin que vous. 3. Ayez confiance en vos collègues.
Ils voudront toujours vous prouver que vous avez eu raison de leur faire confiance. Quand on ne fait pas confiance à un collègue, il n'a plus confiance en son travail. Il se désincarne de son talent et il devient un robot. Faites confiance. Les gens veulent toujours faire un bon travail. Tout le monde veut réussir à la base. 4. OK, ça c'est rough un peu. Ça, j'étais fatiguée. OK? Ayez l'embauche difficile et le renvoi facile. Soyez très, très, très difficile. Comprenez l'emploi que vous êtes en train de faire. Faites la plus grande description possible. Assurez-vous auprès des collègues que vous avez bien raison. Faites des entrevues. Faites-en une deuxième, une troisième. Assurez-vous que vous mettez la bonne personne en place. Une fois qu'elle est en place, si ça ne fonctionne pas, mettez un système clair de renvoi. On ne renvoie pas les gens par surprise. C'est un manque de respect immense. On les voit une fois, ils savent. On se voit une fois. Si ça marche, oui. S'il y a quelque chose à corriger, on le corrige tout de suite. Une deuxième fois, on dit on avait dit qu'on corrigeait ça. Tu es pas mal sur la ligne. La troisième fois, c'est un renvoi. Si la personne connaît la convention, elle n'agira pas dans la peur. Elle va agir dans la confiance et elle sait que si on la rencontre, c'est pour ça. Parce que quand tu rentres au bureau et tu ne sais jamais si tu vas te faire envoyer par surprise, tu ne peux pas être un talent, tu ne peux pas être confiant, tu ne peux pas travailler. Voilà. 5. Adopter des conditions de travail innovantes. La semaine de 4 jours, voyons donc, la semaine de 5 jours, ça n'a aucun bon sens. C'est fini, ça. D'ailleurs, à Espace-Temps, c'est ça. À Espace-Temps, on est à 4 jours, puis on fait un haut travail. On arrive au même résultat. On est juste plus organisé, plus rigoureux, pas plus stressé, là, mais c'est des 4 bonnes journées. Mais le ratio commence à faire du sens. Si un employeur te prend 5 jours puis t'en laisses juste 2, c'est pas... T'as à peine le temps de te remettre du travail et tu t'en retournes travailler. Donc, 4 jours, tu deviens un employeur attractif et tu retiens tes employés parce que c'est clairement pas la norme au Québec. Et vraiment, c'est une révélation. En 2020, on est riche si on a du temps et peu de moyens. Mais on est riche si on a du temps. Oui, définitivement. C'est la plus grande richesse. C'est la nouvelle... c'est l'art de notre siècle. 6. Réfléchissez à votre équipe comme une équipe de sport. Certains seront rapides, d'autres lents. C'est normal. Certains sont sérieux et d'autres drôles. C'est un terrain fertile. Si vous vous entourez des mêmes personnes, c'est extrêmement dangereux. Votre entreprise va stagner. Elle ne sera pas capable d'innover. 7. Ne laissez jamais traîner un conflit. On arrête tout. S'il y a un conflit, on arrête tout. On règle le conflit. Point barre. 8. On ne dit pas quoi faire à un employé. On lui donne tout pour réussir. C'est tout. Ça, c'est clair? Qu'est-ce que serait ce tout pour réussir? Ah, mais si on avait plus de temps. Si on avait plus de temps, on en parlera tantôt. Ça pourrait être une bonne question. Oui, c'est ça. Les 2 premiers mois, 9 en fait. Oui. Les 2 premiers mois servent à la planification de l'année. On fait un plan d'action avec l'équipe. On leur dit quoi faire. Si tout le monde sait quoi faire, on pèse sur play. Et on le fait. Les 10 prochains mois, vous, comme créateur ou comme organisateur ou comme leader, passez-les dans les 3 prochaines années. Passez-les avec les partenaires, mobilisez le milieu, sortez de votre entreprise, les gens vont faire leur travail. Ils sont bons à faire leur travail. Sortez. 10. Donnez une perspective du futur. Même si vos employés sont là pour 3-4 ans, parce que c'est la mode d'être là 3-4 ans, il faut qu'ils aient une perspective du futur. Il faut qu'ils aient un avancement quelque part. Donc, une structure. Ben oui, une structure, c'est important de voir, ah oui, OK, je pourrais devenir directeur des communications dans un an ou quelque chose comme ça. Ou du moins, la promesse qu'une entreprise va s'améliorer. On travaille sur ces chantiers-là. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout améliorer, mais ces 5 choses-là, on va les faire d'ici la fin de l'année, je vous le promets, vous allez avoir un régime de retraite, quelque chose. Faut que je prenne une gorgée d'eau. Oui, et puis il nous reste juste un tout petit conseil à vous donner. Puis après, on reste disponible là, pour continuer de jaser avec vous. L'importance de la consolidation. Tout dans l'univers va grossir. Votre entreprise va grossir, les arbres grossissent. Tout effort mis dans une direction va devenir plus grand. Préparez la croissance, en fait. Puis, un bébé qui apprend à marcher, ben là, ça, c'est 2 jumeaux, mais il va faire un pas, puis il va se stabiliser. Il va faire un autre pas, puis il va se stabiliser. C'est vraiment important d'avoir des périodes de réflexion puis de maturation. Arrêtez de toujours aller vers la croissance en pensant que c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Des fois, c'est bon de faire un pas de recul. Et ça joue beaucoup de réalisme aussi. Hein? Il faut s'armer de quelque chose qui n'est pas trop ambitieux. Oui, de l'audace, l'ambition s'en prend.
Oui. Un certain réalisme aussi, j'imagine. Un certain réalisme. Puis le réalisme, ça peut durer 2 mois, c'est pas grave, les projets vont être encore là plus tard. Calmer nos ambitions pour atteindre quelque chose d'impossible, ça, c'est vraiment un des plus merveilleux conseils, très dur à appliquer. C'est probablement le plus difficile à appliquer, en fait. Ben c'est super. Raphaël, on a terminé? Yay! Hey, merci à vous tous d'avoir interagi tout au long. On se permet un autre 10 minutes là, de questions si jamais vous en avez. Je serais curieuse, moi, d'avoir certains ingrédients par rapport à un des conseils que tu donnais précédemment. Qu'est-ce qu'on peut donner en tant que gestionnaire, par exemple, à nos employés pour qu'ils puissent justement bien réussir? Tu as parlé de confiance, la possibilité d'offrir une perspective aussi au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Peut-être que certains gestionnaires nous écoutent, auraient peut-être des trucs à nous partager aussi dans le chat. Je serais curieuse de vous lire. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir une hiérarchie claire puis de dire ce type de poste-là, ça prend tant d'expérience à peu près à en arriver là, puis ça prend tel type de responsabilité. Et que tout le monde est au courant de ça. Parce que sinon, quand le cadre n'est pas clair, tout le monde va essayer de se faufiler ici, à droite, à gauche, en fait. C'est super dur d'avoir un cadre clair, par exemple. Je sais que... Mais je pense que ça peut vraiment aider. Un cadre, une grille salariale claire aussi, c'est de dire, OK, comme je me situe là, si je vais me chercher une formation, bien, je pourrais arriver à ce point-là, en fait. Ou si je gère un premier projet avec une équipe de 5 personnes, je vais pouvoir aller là. Mais je trouve que les organigrammes, les projets futurs donnent une perspective qui est motivante, en fait. Oui, c'est intéressant. Et aurais-tu... Oui, OK, on a une question de Guillaume. Salut Guillaume. Il faut bien sûr une hiérarchie claire. Que pensez-vous de la gestion plutôt horizontale afin d'impliquer plus d'employés dans les décisions? J'ai pas eu de bonnes expériences de gestion horizontale. Parce qu'il y a quand même, on est habitué puis on est formaté pour travailler en hiérarchie. En revanche, qu'est-ce qui peut rendre une entreprise horizontale? C'est le partage de l'information. De ne pas avoir l'impression que les boss se regroupent dans un lieu secret pour prendre les plus grandes décisions. Je trouve que si tout le monde dit « OK, nous autres, on va travailler sur tel chantier, seriez-vous intéressé à amener votre grain de sel ou un truc comme ça, on vous invite. » Je pense que c'est une bonne forme de gestion horizontale qui demeure quand même stratégique. Parce qu'il y a une différence entre une entreprise qui est hyper hiérarchisée puis une entreprise où le cadre est clair. Il faut tout le temps, à tout moment, savoir à qui poser la question, qui a le pouvoir décisionnel. Puis ça, en hiérarchie, c'est vraiment difficile. De façon horizontale, c'est vraiment difficile de dire « OK, mais qui est imputable de ça? » Si on l'est tous, si on ne le fait pas, là, il faut vraiment... moi, il faut que tout soit clair, vraiment clair dans l'entreprise. Oups, pardon. Pour essayer de gérer un projet à l'horizontale, je pense. En tout cas, c'est tout un défi. Ça, on l'a essayé plusieurs fois, par exemple. Puis à chaque fois, on ne vient pas fâcher, mais Colin, c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc, on a... merci Guillaume donc, pour la question et Raphaël pour la réponse. On a une autre question. On a Charlène qui est organisatrice communautaire. Elle remarque que dans son organisation, on oublie parfois de travailler à partir des besoins des partenaires du milieu. Quelle posture adopter à ce moment-là? Comment gérer les attentes de son organisation versus son rôle comme organisatrice communautaire? Oui. C'est vraiment une bonne question, en fait. Mais je pense que si nous, comme organisme communautaire, si on est clair et qu'on dit on occupe ce petit secteur-là, puis nous, on s'occupe de eux, ces gens-là, ou de ce problème-là, à ce moment-là, le système autour, nos partenaires se place. C'est comme eux, c'est clair qu'ils font ça, on ne va pas leur en demander plus. Et si on leur en demande plus, on va le faire dans un cadre cohérent. Je pense que ce genre de problématique-là qui arrive, ça arrive surtout, puis j'aimerais ça qu'on se voit puis qu'on puisse parler, mais ma première question, c'est est-ce que ce que vous faites est très clair et très bien compris par vos partenaires, en fait? Parce que ce genre de petits problèmes-là me semble arriver quand la mission d'un organisme n'est pas tout à fait claire ou celle de nos partenaires avec qui on est. Ça semble être comme mal enligné. Parce qu'un partenariat, c'est vraiment un mariage. Ça fait vraiment du sens. Quand on décide d'un partenariat, c'est parce qu'on se dit, ben oui, on est complémentaires. L'un ne peut pas faire la mission, ne peut pas accomplir pleinement sa mission sans l'autre.
Et que faire à ce moment-là quand, justement, les missions des organisations partenaires merci, cela fait beaucoup de sens. Respectives, oui, merci, Shannon. Lorsque ces missions-là changent, donc les différentes postures changent, évoluent, hein, il n'y a rien de statique dans le temps, donc j'imagine que l'importance de la communication, comme dans un couple ou toute forme de relation, de se tenir informé de l'évolution. Aussi, les partenaires, ils n'ont rien à voir dans la gouvernance top du projet. Elles devraient être des partenaires dans un programme. La mission de l'organisme est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle est qui elle est. Si dans un programme, on dit il faudrait travailler avec Québec en forme sur ce programme-là, parce que ça concerne... Qui est devenu M361. Oui, M361, excuse-moi. On devrait travailler avec eux parce qu'on veut rejoindre tout le Québec, puis on veut vraiment rendre les gens plus résilients. Ben là, ça fait du sens pour ce programme-là. Mais si c'est à l'intérieur vraiment de la fondation de l'organisme, là, il peut avoir... Là, je trouve ça dangereux pour les conflits un peu. Ben, les conflits d'intérêt, pas les grands conflits, mais je comprends. devenir des grands conflits. Je comprends. Donc, on a encore avec nous 63 participants. Ne vous gênez pas si vous avez d'autres questions. Comme je vous le disais, là, soyez libres de quitter si jamais vous n'en avez pas, mais de rester avec nous si vous voulez continuer là, de participer dans le chat, entre autres, puis entendre ce que Raphaël a à nous dire. Peut-être pour les quelques minutes qui restent, il en reste 4 officiellement. Peux-tu, en fait, nous décrire un petit peu plus ce qu'est Cité Studio Montréal, oui! Pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Donc, Cité Studio, moi, je coordonne Cité Studio, qui est une initiative qui vient de Vancouver, qui est répétée dans 12 villes dans le monde. Montréal, c'est la 13e. Là, cette année, on faisait un projet pilote pour tester le concept à Montréal, voir si ça fonctionnait avec, justement, nos partenaires. Puis, moi, je suis en charge, en fait, de le faire atterrir puis de voir si on le réactive. Ça consiste à prendre des problématiques urbaines avec les employés de la ville, n'importe quelle problématique, ou à peu près, là, mais de toutes divisions confondues. Ça peut être un arrondissement, ça peut être à Montréal-Centre, etc. Et on apporte ces défis-là aux étudiants de pas n'importe quelle faculté, on le match avec des facultés, communication, génie, bio, géographie, design urbain. Et les étudiants de premier cycle vont trouver une façon d'adresser le problème. Ils proposent un spectre de solutions. Et là, on ramène tout ça aux gens de la ville et on invite les étudiants à présenter leur projet. Puis là, il y a des gagnants, puis tout ça. Ce que ça fait à la ville, parce que la ville, sa fonction, c'est une fonction de service. C'est une grosse entreprise. C'est très important comme entreprise. Et eux, ils sont là pour rendre la ville fonctionnelle. Leur motivation première, malgré qu'ils en font beaucoup, ce n'est pas la recherche ni la réflexion. En revanche, une université, oui, une université réfléchit. Elle est branchée sur les courants dans le monde, les derniers courants de pensée, les concepts, etc. Donc, de prendre un défi à la ville, puis de le brancher avec un professeur, ça fait 2 experts ensemble qui se parlent d'une question et ça apporte des solutions très, très innovantes. Les étudiants n'ont jamais... Ben, il y en a qui ont travaillé, là, mais ils n'ont pas encore ils n'ont pas été encore dans des cadres très serrés. Et ils sortent des solutions vraiment très créatives, complètement à l'extérieur de la boîte. C'est vraiment super. Puis c'est 2 fois par année, ça roule. Il y a beaucoup de solutions. Il y a un maximum d'impact avec ça. Donc, il y aurait possiblement l'opportunité d'élargir plus largement que la région de Montréal? Certainement. Après, nous autres, on va... Ben, comme j'espère que je suis cohérente avec ce que j'espère que c'est clair ce que j'ai dit, premièrement. Oui, tout à fait. Sinon, je vais perdre toute l'audience. Je pense que oui. Mais sinon, oui, effectivement, on va d'abord, dans notre plan de développement, en fait, on va passer au rodage, où est-ce qu'on va faire en sorte que le projet soit capable de faire une mise à l'échelle, en fait, et être sûr que notre projet roule convenablement. C'est fantastique. Je te remercie infiniment, Raphaël. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés, partagé vos préoccupations, vos questions. N'hésitez pas à participer au prochain webinaire. Donc, on a plein de beaux webinaires qui s'en viennent sur des thématiques qui vont vous intéresser. Donc, restez à l'affût. Déjà, le mois prochain, il y en aura un autre. Donc, par l'infolette 100 degrés, c'est vraiment la meilleure façon. Encore une fois, Raphaël, je te remercie. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de te recroiser à nouveau à 100 degrés. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à tous. Donc, une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Des beaux contents. Oui.
Marie-Abreu. Ouais, je vais juste mettre fin à l'enregistrement.